Que la paix soit sur chacun d'entre vous, dans la mesure du possible, bien évidemment, puisque comme on le dit, il est difficile d'avoir la paix quand nous n'avons pas accès au processus de la justice, une réalité trop présente à bon nombre d'endroits sur le continent africain. Je ne veux pas être long, vous l'avez remarqué, depuis un bout de temps, je ne suis pas présent sur les réseaux sociaux, on a beaucoup plus urgent à faire dans le monde réel pour passer notre temps à être tout le temps derrière une caméra. Néanmoins, il y a des moments où l'urgence le nécessite plus que jamais, et donc je m'adresse à vous aujourd'hui précisément pour vous parler d'une situation qui devrait alerter tout le monde. En effet, le président Pablo Escobar et Patrice Talon, le Pablo Escobar du Bénin, le chef de la mafia politique qui a pris en otage le Bénin, le chef de la mafia néolibérale qui dépouille les caisses de l'État, qui paupérise la population, qui propage le système de l'injustice sociale, qui fait en sorte qu'une minorité vive comme si elle était à Los Angeles ou Beverly Hills, à Cotonou, pendant que la majorité de la population n'arrive pas à joindre les deux bouts. Le président Patrice Talon est en train de préparer le plus grand braquage du siècle. En l'occurrence, il a fait croire à tout le monde qu'il partait, d'accord, avec dignité, avec hauteur, de la présidence en 2026. C'est ce qu'il fait croire aux gens. Et il le fait à un moment parfait, au moment où l'immortel Paul Biya, à 150 ans, ose encore se représenter pour son 97e mandat, d'accord, au Cameroun, c'est de l'ironie, mais vous avez compris de quoi je parle, au moment où Alassane Dramati Ouattara est dans une démarche plus que jamais d'agir dans le processus de se présenter, d'oser avoir l'outrecuidance de se présenter pour un 4e mandat, le président Patrice Talon fait croire aux gens, bien aidé par ses communicants qui font son atalakou et sa propagande, qu'il quitte la présidence parce qu'il sent que le devoir est accompli, parce qu'il quitte la présidence parce qu'il pense qu'il est nécessaire de respecter les lois de la République. Le président Patrice Talon vous ment. Et c'est important que je vous le dise, il vous ment, il est en train de vous blaguer, il est en train de vous escroquer, et je vais m'expliquer et exposer la réalité. En effet, le président Patrice Talon prépare un coup d'État institutionnel, le braquage du siècle en Afrique, le braquage du siècle. Comment faire croire aux gens que vous partez alors qu'en réalité votre objectif est de prendre en otage l'État et de rester de manière directe ou indirecte. En effet, selon le code électoral revisité par la loi numéro 2024-13 votée le 15 mars 2024, le président Patrice Talon via ses députés voter une loi qui stipule que désormais, en ce qui concerne par exemple les élections législatives, si vous êtes un parti politique qui n'a pas 20% dans chaque circonscription, vous ne pourrez pas siéger dans ces circonscriptions. J'insiste et je précise, aucun parti politique au Bénin, je dis bien aucun parti politique au Bénin ne peut réunir ces conditionnalités. Aucun parti politique au Bénin, et les députés pro-Talon savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils ont suivi le script de leur patron, de celui qui les paye. Bien longtemps avant même qu'il soit au pouvoir, qu'il était au pouvoir, il payait déjà tous ces gens en réalité, d'accord? Le script avait été fait de telle sorte que personne, je dis bien personne, ne peut faire 20% lors des prochaines élections législatives. Les seuls qui peuvent, malgré tout, siéger au Parlement, ce sont les deux partis dont le président, le propriétaire, est en réalité Patrice Talon. En effet, si deux partis font une coalition et se repartissent la tâche et font 10%, d'accord, ils pourront siéger au Parlement. Quels sont les seuls partis qui peuvent faire ça aujourd'hui? Les partis de Patrice Talon, l'UP et le Bloc républicain. C'est une réalité. L'UPR et le Bloc républicain et le PR. Et donc, Patrice Talon sait très bien que même s'il dit qu'il part, il aura un Parlement qui sera 100% ou 99% ou 90% pro-Talon, de telle sorte que l'on se retrouvera dans une situation où même s'il part physiquement, à travers ses députés, il pourra continuer plus que jamais, d'accord, à voter des lois qui protégeront sa rente financière, qui protégeront sa manne financière issue du dépouillage et des contrats qu'il a effectués avec l'oligarchie néocoloniale pour pouvoir contribuer à se remplir les poches et à remplir bien évidemment les entrepreneurs occidentaux, ces derniers permettant de présenter une vitrine d'un Bénin prétendument développé, sachant que le développement est un concept, si Patrice Talon était formé idéologiquement, il le saurait, c'est un concept néocolonial. Le développement, c'est un concept néocolonial qui a été créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, au début de la guerre froide, d'accord, qui a été théorisé par l'oligarchie américaine pour que le monde entier, plus particulièrement le Sud global, s'insère dans la dynamique néolibérale, le néolibéralisme étant l'ultime forme du néocolonialisme en tant que tel, d'accord, et voit l'Amérique comme le but à atteindre. Et quand on dit on se développe pour ressembler à l'Amérique.
C'est ce que Patrice Talon, dans sa bêtise la plus crasse, répète comme étant un concept. Et il est fier de dire que lui, il est pour le développement, il est pour le développement. Non, tu es pour la soumission à un agenda, comme le disait Samir Amin, à un agenda impérialiste, occidental, à un agenda néolibéral. C'est ce que disait Samir Amin, c'est ce que disait Walter Rodney. Mais malheureusement, je pense que Patrice Talon n'a ni l'un ni l'autre. Et c'est pour cette raison qu'il est dans une débilité politique qu'il présente comme une sagesse. L'autre option par rapport justement à sa logique de braquage du siècle, de braquage non pas à l'italienne cette fois-ci, mais à la béninoise, c'est que si aucun des partis, même ces partis, n'est capable d'atteindre la barre des 20%, même dans un cadre de coalition, qu'est-ce qui se passera? Le Conseil constitutionnel sera saisi. C'est très important ce que je dis. Donc retenez-le bien parce que ça va se matérialiser dans pas longtemps. Le Conseil constitutionnel sera saisi et qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? Le Conseil constitutionnel, qu'est-ce qui tient par les testicules le Conseil constitutionnel au Bénin? C'est Patrice Talon qui paye ces gens, qui contrôle ces gens, qui finance ces gens. Eh bien le Conseil constitutionnel sera saisi et va décréter une prolongation de mandat parce que aucune entité politique, aucune force politique n'aura été capable d'atteindre les 20%. C'est la deuxième option du président Patrice Talon. Et s'il y a une prolongation de mandat, il y aura une prolongation du Parlement, qui est à majorité aujourd'hui pro-Talon, et il y aura une prolongation du mandat présidentiel. Que Patrice Talon voulait soi-disant quitter. Mais là, le Conseil constitutionnel qu'il contrôle de A à Z sera en réalité le Conseil constitutionnel qui va le forcer à prolonger son mandat. Patrice Talon sait exactement ce qu'il fait. Il est juste plus rusé que Dramatique Ouattara et que l'immortel Paul Biya. Mais sinon, il est dans la même réalité. Il a goûté pouvoir, il veut pas quitter. C'est ça la réalité. L'autre option, parce que c'est important qu'on le dise, il faut qu'on parle aussi de cet aspect-là, les présidentielles. On est dans un pays où, sur la trentaine de partis politiques à minima qui existent au Bénin, le président Patrice Talon n'autorise aujourd'hui que 3 partis à se présenter. Une folie! Demos Kratein, c'est pouvoir au peuple. Pouvoir du peuple, pouvoir pour le peuple. Mais le président Patrice Talon veut couper cette réalité et sache que le pouvoir soit en réalité un pouvoir qui soit incarcéré entre ses mains et laisse quelques miettes à son prédécesseur, l'ancien président, qui était très ami à l'époque, il faut le reconnaître aussi, avec la France-Afrique, en l'occurrence Yahya Boni. C'est ça la réalité du président Patrice Talon. Il n'accepte que 3 partis puissent se présenter, 2 partis qui lui appartiennent, d'accord, l'UPR et le Bloc républicain, et de l'autre côté, un autre parti, le seul de l'opposition qu'il tolère, parce que c'est une opposition tolérée, en l'occurrence les démocrates. Tous les candidats anti-système, tous les partis, toutes les forces politiques anti-système, toutes les coalitions comme la coalition panafricaniste, le camp panafricaniste que je représente, ne sont pas autorisés à se présenter. Talon me fait penser à quelqu'un qui se présente comme un boxeur qui dit sur le ring qu'il est champion du monde, mais dès qu'il y a quelqu'un d'assez constitué, structuré et costaud pour pouvoir le tacler, le bousculer, le gifler, Patrice Talon appelle la police parce qu'il ne veut pas combattre sur le ring. Il dit qu'il est champion, mais dès qu'il y a un challenger, il bégaye. C'est ça la réalité de Patrice Talon. C'est ça la réalité de sa vision politique. Il ne veut pas de débat. Il a d'ailleurs dit dans son pseudo-dialogue avec la jeunesse béninoise triée sur le volet, avec toutes les ristournes et toutes les escroqueries verbales et idéologiques qu'il a fait, il a sorti tellement de débilité pendant ce jour, cette séance-là, que je ne vais même pas revenir dessus parce que sinon on devrait faire une thèse ou un exposé. C'est une folie. Quelqu'un qui est en train d'exonérer de ses responsabilités l'oligarchie néocoloniale, quelqu'un qui est en train d'exonérer de ses responsabilités le pillage du système néocolonial occidental, et qui dit qu'en gros les Africains sont responsables de ce qui leur arrive. Moi, je suis quelqu'un qui prône l'anti-victimisation, mais je ne prône pas la débilité. On a nos responsabilités, on doit se prendre en charge. Et on doit se prendre en charge, non pas en exonérant de ses responsabilités le colon, mais en responsabilisant le colonisé pour le rendre plus fort, pour qu'il puisse résister. Mais le président Talon n'est pas dans cette démarche-là, comme le disait monsieur Thomas Dietrich, journaliste d'investigation française, d'accord, d'investigation français. Il fait venir l'armée française, il continue à travailler avec, comme je l'avais dit il y a 1 an, d'accord. Il continue plus que jamais, à consolider la France-Afrique. C'est sa réalité, c'est son objectif, c'est son obsession. Et donc, dans le cadre de la présidence, le président Patrice Talon empêche les candidats comme nous de pouvoir candidater. Il veut juste choisir un candidat et pour faire un gouvernement d'union nationale. Au cas où son mandat ne serait pas prolongé, il va choisir quelqu'un qui sera son pion, mais le Parlement va continuer à voter les lois, et lui, il sera celui qui continuera à diriger le pays à travers une marionnette qu'il aura placée, sans doute en accord avec Yahya Boni. Et donc, j'insiste pour le dire à toute la classe politique béninoise, si vous allez aux élections, telles qu'elles sont, avec le code électoral truqué que vous connaissez, vous allez légitimer le système politique truqué et vicié du président Patrice Talon. Quand il y a un braquage politique de cette intensité, la seule solution, comme l'a très bien dit d'ailleurs, il faut le reconnaître, je peux ne pas être d'accord sur certains points avec lui, mais Candide Azanaï a été
excellent, extraordinaire dans sa réflexion, dans sa critique vis-à-vis du régime. Il a tout dit. On peut avoir des perceptions différentes sur le système néolibéral, on peut avoir des perceptions différentes sur beaucoup de choses, parce que je suis un opposant viscéral du système néolibéral, mais il y a une réalité, c'est qu'on a une détestation commune vis-à-vis du régime Talon. Ceux qui vont participer aux élections seront ceux qui vont valider le braquage que le président Patrice Talon est en train d'effectuer. Dans toutes les options, le président Patrice Talon, tel qu'il les a structurées, il gagne. Mais il y a une option à laquelle il n'avait pas pensé. C'est une option qu'on annonce depuis un certain nombre de mois, de temps, et qui va rentrer maintenant dans sa phase de matérialisation. D'accord? Une opposition, une mobilisation civique, des actions ciblées contre le système néocolonial, contre le système néolibéral, contre la dictature du président Patrice Talon. Nous combattons le terrorisme, nous combattons la violence physique, plus que jamais. Mais j'ai théorisé dans mon livre L'Afrique libre ou la mort, et je l'ai répété à plusieurs reprises, je l'ai théorisé dans toutes mes actions politiques que j'ai effectuées, la violence symbolique, c'est-à-dire comme Greenpeace, d'accord, l'organisation radicale écologique, comme les militants anti-OGM, j'ai une pensée pour José Bové, le paysan dont on n'entend plus parler vraiment, mais qui à une époque, quand il voulait s'attaquer justement aux OGM qui détruisaient l'agriculture française, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'attaquait aux restaurants des multinationales tels que McDonald's et compagnie, en déboîtant, en démontant ces structures-là. Nous, je vous le dis et je vous le répète, il va y avoir des actions dans les mois à venir ciblées, d'accord, contre le système néolibéral. Jamais, jamais on va s'attaquer à des entités physiques, jamais, parce que je suis anti-violence et je le serai toujours. Mais on ne va pas laisser le système électoral être bradé, braqué, volé par le clan néolibéral du président Patrice Talon. Jamais. Et donc la période d'aujourd'hui jusqu'en 2026, au moment des pseudo-élections, ça va être une longue période. Observez. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, le Bénin est une autre réalité, mais une contestation va se faire. Les lives TikTok, c'est bien, mais la réalité, c'est mieux. Et je vous le dis, dans les temps, dans les mois à venir, ça va être agité. Certains me demandent, Kémy, tu veux toujours te présenter aux élections? Je suis toujours candidat à la présidentielle, mais je suis candidat à la présidentielle dans le cadre d'une élection non truquée. Et donc, dans le cas actuel, comme je l'avais annoncé depuis le départ, j'avais dit qu'il y avait plusieurs options. J'avais présenté l'option de tendre la main aux démocrates parce que je ne voulais pas qu'on dise que je suis un anarchiste dès le départ. J'ai joué le jeu démocratique en sachant très bien que ça ne marcherait pas avec eux. D'accord? On a proposé l'union de toutes les forces d'opposition, mais on savait très bien qu'en réalité, au sein de l'opposition, une grande partie d'entre eux sont tenus par le string, par le clan Talon, qui les finance. Et donc la dernière solution qui reste, c'est la mobilisation citoyenne, sporadique, ciblée, efficiente, efficace, non violente, mais radicalement située sur le processus de l'autodétermination pour le Bénin. Dans cette perspective, il est crucial de comprendre que le message de Kémy Séba dépasse largement la simple dénonciation d'un pouvoir politique. Il s'agit d'une réflexion sur la responsabilité collective, sur la manière dont les Africains doivent réagir face à des systèmes conçus pour restreindre la participation citoyenne. Quand il évoque l'exclusion de nombreux partis politiques du processus électoral, il nous rappelle que la démocratie n'est pas automatique. Elle se construit, se protège et se défend. Quelle leçon pour l'Afrique? L'Afrique doit cultiver une vigilance permanente et une capacité à organiser ses forces civiles pour garantir que le droit à participer au processus politique ne soit pas confisqué. Séba met en lumière le rôle des institutions, en particulier le Parlement et le Conseil constitutionnel, dans la consolidation du pouvoir. Selon lui, ces organes, en apparence indépendants, sont largement contrôlés par le président. Cette situation illustre un défi majeur pour l'Afrique, la fragilité des institutions face aux intérêts particuliers et aux influences économiques. La chaîne Quelle leçon pour l'Afrique invite ici à une réflexion profonde sur l'importance de mécanismes institutionnels véritablement autonomes. La leçon est claire. Un État fort et souverain ne peut exister sans institutions crédibles, impartiales et transparentes, capables de résister aux pressions d'un exécutif ou d'une élite économique. Un autre point fondamental abordé par Séba est la manipulation symbolique des apparences politiques. Faire croire que le président va quitter le pouvoir tout en conservant le contrôle par le biais de ses partis, de coalitions calculées et de lois sur les seuils électoraux, est une tactique subtile mais redoutablement efficace. Elle met en évidence l'importance de ne pas se laisser berner par le paraître ou la communication officielle. La chaîne Quelle leçon pour l'Afrique nous rappelle que chaque citoyen doit développer un esprit critique face aux discours politiques et aux promesses publiques. Observer, analyser et comprendre les implications profondes des décisions législatives et des stratégies politiques est un devoir civique essentiel. Dans le prolongement de cette analyse, Séba insiste sur la dimension socio-économique du pouvoir. Il décrit un Bénin où l'écart entre élite et majorité est abyssal,
où certaines minorités vivent dans l'opulence tandis que la population subit la pauvreté et l'exclusion. Cette réalité, malheureusement, n'est pas isolée, elle est partagée par de nombreux pays africains. La leçon ici est double. D'une part, la redistribution équitable des ressources et la justice sociale sont des conditions indispensables à la stabilité politique et au développement. D'autre part, la concentration des richesses entre les mains d'une minorité compromet la légitimité du système et alimente le ressentiment. Pour quelle leçon pour l'Afrique? La justice économique est indissociable de la justice politique. Kémy Séba aborde également la dimension idéologique du développement. Il critique le modèle de développement néolibéral, importé et imposé, qui reproduit des structures néocoloniales et limite la souveraineté réelle des nations africaines. Le développement n'est pas un simple indicateur économique, il est le reflet des choix stratégiques, culturels et politiques d'un pays. La chaîne Quelle leçon pour l'Afrique souligne que l'Afrique ne doit pas se définir par les standards occidentaux, mais par ses propres critères, adaptés à ses réalités et à ses ambitions. La souveraineté intellectuelle et économique est un pilier fondamental pour échapper au cycle de dépendance et pour construire une Afrique autonome, capable de décider de son futur. En parallèle, Séba propose des solutions concrètes et pacifiques. La mobilisation citoyenne, ciblée et efficace, est selon lui le levier principal pour défendre les droits démocratiques et s'opposer aux stratégies d'exclusion politique. Il insiste sur l'importance d'actions non violentes mais déterminées, inspirées par des méthodes symboliques et stratégiques, à l'image des mouvements écologiques ou des mobilisations civiques internationales. Quelle leçon pour l'Afrique? La résistance pacifique et réfléchie est un outil puissant pour contester l'injustice, influencer les décisions et éveiller les consciences. La violence physique n'est pas une solution. L'intelligence collective, la coordination et la persévérance le sont. Un aspect central de son message est également la notion de responsabilité individuelle et collective. Séba dénonce ceux qui exonèrent les structures néocoloniales de leurs responsabilités tout en oubliant l'action que chaque citoyen peut entreprendre pour se défendre et résister. Ici encore, quelle leçon pour l'Afrique nous enseigne que la transformation du continent commence par la responsabilisation de chaque Africain, par la prise de conscience que le changement n'est pas uniquement extérieur mais doit être construit de l'intérieur. Les citoyens doivent être actifs, informés et impliqués dans la gestion de leur société pour que la démocratie et la justice deviennent des réalités tangibles. L'analyse de Séba nous invite également à une réflexion sur l'unité et la solidarité. Face à des systèmes conçus pour diviser et contrôler, l'opposition et les forces citoyennes doivent s'organiser et collaborer. L'union stratégique des forces, qu'elles soient politiques, sociales ou culturelles, est essentielle pour défier des structures établies et créer un rapport de force favorable à l'intérêt général. Quelle leçon pour l'Afrique? L'avenir du continent repose sur sa capacité à dépasser les intérêts individuels, à coopérer et à construire des alliances durables qui placent le peuple et le développement commun au centre des priorités. Enfin, Séba conclut sur une note d'engagement et de mobilisation, rappelant que chaque Africain a un rôle à jouer. Le processus démocratique, la lutte pour la justice sociale et la souveraineté intellectuelle et économique ne sont pas des responsabilités abstraites. Elles nécessitent des actions concrètes, conscientes et coordonnées. La chaîne Quelle leçon pour l'Afrique rappelle ici que commenter, partager et s'informer ne sont pas des gestes anodins, mais des actes citoyens, des moyens de diffuser la conscience et de bâtir un continent résilient et éclairé. L'Afrique a les moyens de se réinventer, mais cela exige lucidité, discipline et engagement. Chaque observation, chaque action et chaque mobilisation contribuent à ce processus vital. En poursuivant l'analyse, il est crucial de saisir la portée systémique des stratégies décrites par Kémy Séba. Le président Patrice Talon, selon lui, ne se limite pas à un simple jeu politique local. Il opère dans un cadre où l'influence néocoloniale et les intérêts financiers internationaux dictent souvent les choix institutionnels. La loi numéro 2024-13, votée le 15 mars 2024, qui exige que les partis politiques atteignent au moins 20% dans chaque circonscription pour siéger, illustre cette logique. À première vue, cette loi peut sembler technique, presque administrative, mais sa portée est profondément stratégique. Elle élimine pratiquement toute possibilité pour l'opposition véritable de représenter les citoyens, concentrant le pouvoir entre les mains d'une minorité de partis alignés sur l'agenda présidentiel. La chaîne Quelle leçon pour l'Afrique souligne ici la nécessité pour chaque Africain de comprendre la mécanique du pouvoir et d'analyser comment des règles apparemment neutres peuvent servir des intérêts particuliers, au détriment de la majorité. C'est un exemple concret de ce que signifie le contrôle institutionnel dans un système où les institutions sont instrumentalisées. Séba attire également l'attention sur la continuité du pouvoir au-delà de la présidence physique. Même si Patrice Talon choisit de quitter officiellement ses fonctions en 2026, le contrôle du Parlement par les partis pro-Talon garantit que la politique nationale reste alignée sur ses intérêts.
Cette stratégie révèle un niveau de sophistication politique qui exige des citoyens qu'ils réfléchissent au-delà de l'échéance électorale immédiate. Chaque loi votée, chaque coalition formée est une pièce d'un puzzle plus vaste, et comprendre cette stratégie est essentiel pour anticiper les conséquences sur le long terme. La leçon pour l'Afrique est claire. La vigilance citoyenne ne peut se limiter à l'élection, elle doit s'étendre au contrôle des institutions et à la participation active dans toutes les étapes du processus démocratique. Ignorer cette dimension serait permettre la répétition des erreurs historiques, où le pouvoir reste captif de quelques-uns. Par ailleurs, Seba met en lumière la dimension idéologique de ces pratiques. Il insiste sur le fait que Talon et ses alliés opèrent dans un cadre néolibéral, en alignement avec les intérêts de l'oligarchie occidentale. La notion de développement, selon lui, est instrumentalisée pour légitimer la soumission à un agenda néocolonial, plutôt que pour promouvoir un progrès réel et durable pour le peuple béninois et africain. La chaîne Quelle leçon pour l'Afrique invite ici à une réflexion plus large. Qu'est-ce que signifie réellement le développement pour l'Afrique? Faut-il se contenter d'indicateurs économiques ou faut-il intégrer la justice sociale, l'autonomie politique et la souveraineté économique? Cette interrogation est fondamentale pour comprendre pourquoi certains leaders africains adoptent des politiques qui favorisent la dépendance plutôt que l'émancipation. La leçon est profonde. Le développement n'est pas une fin en soi, mais un moyen, et ce moyen doit être pensé pareil pour les Africains eux-mêmes. Seba insiste également sur l'importance de la mobilisation citoyenne. Face à un système où les règles sont manipulées pour exclure l'opposition, la résistance ne peut pas être improvisée ni violente. Elle doit être stratégique, ciblée et orientée vers la préservation des droits démocratiques. L'exemple des mouvements non violents internationaux, tels que les actions de Greenpeace ou les mobilisations anti-OGM menées par José Bové, illustre que l'efficacité ne réside pas dans la force brute, mais dans l'organisation, la créativité et la persévérance. Quelle leçon pour l'Afrique? Les citoyens doivent transformer leur colère et leur frustration en actions structurées, intelligentes et pacifiques, capables de contester les abus sans sacrifier l'ordre social ni la légitimité morale. Un autre aspect clé est la compréhension des alliances politiques et de leur impact sur la représentativité. Le contrôle de l'accès aux élections par la limitation des partis autorisés à se présenter montre que la démocratie formelle peut exister sur le papier, tout en étant vidée de sa substance. La chaîne Quelle leçon pour l'Afrique insiste sur la nécessité de scruter non seulement les discours des leaders, mais aussi la configuration institutionnelle et les règles électorales. Chaque citoyen doit développer un regard critique, capable de détecter les manœuvres qui semblent légales mais qui servent à concentrer le pouvoir. La vigilance n'est pas un luxe, elle est un devoir civique indispensable pour garantir que la démocratie fonctionne réellement. Enfin, Seba souligne l'importance d'une éthique du leadership. Les dirigeants qui manipulent les institutions et confisquent la parole publique trahissent la confiance du peuple et compromettent l'avenir collectif. La chaîne rappelle que la véritable légitimité ne se mesure pas à la richesse ou à l'influence médiatique, mais à la capacité à protéger les droits, promouvoir l'équité et préparer l'avenir pour les générations suivantes. Les citoyens doivent donc exiger plus que des promesses, ils doivent réclamer des actions concrètes, des mécanismes de responsabilité et une transparence totale. La leçon pour l'Afrique est que le pouvoir doit être au service du peuple, et non l'inverse, et que la responsabilité individuelle et collective est le fondement de toute démocratie durable. Cette prolongation de l'analyse met en lumière l'interdépendance entre institutions, leadership, mobilisation citoyenne et autonomie politique. Chaque aspect est une leçon pour l'Afrique, comprendre, anticiper, organiser et agir. La vigilance et l'action sont les deux faces d'une même pièce, indispensables pour que le continent se libère des manipulations politiques et économiques. La chaîne Quelle leçon pour l'Afrique rappelle que la conscience collective est le moteur de tout changement réel et durable.